Ce soir, nous allons revenir sur les 2 ans qui ont marqué le travail d'une équipe des chercheurs qui ont travaillé plusieurs années pour pouvoir venir à bout du travail et une mission bien précise qui leur a été assignée par le président Macron. C'est donc une mission qui n'était pas aussi facile, mais qu'ils ont menée avec beaucoup de patience. Aujourd'hui, on va voir les conclusions de cette mission et surtout de ce qu'en pensent les chercheurs et d'autres personnes. On va tout d'abord commencer par suivre celui qui a mené cette recherche, qui était à la tête de cette équipe d'une dizaine de chercheurs. C'est François Duclerc qu'on va donc suivre. On revient tout à l'heure. Il y a des mensonges, il y a violence, et donc essayer de redonner effectivement des éléments de vérité et même une perspective de vérité, et on le fait là à partir des archives. Les archives, c'est quand même, si vous voulez, la matière au vif de l'histoire, les archives entre 90 et 94, et là, on a eu accès à toutes les archives. Et là, le président de la République a tenu ses engagements. De toute façon, on a été extrêmement soutenus et notre indépendance a été absolument garantie. C'est vrai qu'on était installé au ministère des Armées simplement parce qu'effectivement, il y avait de la place. Mais vraiment, si vous voulez, et tout le monde peut attester dans l'équipe, aucune pression, rien. On a vu toutes les archives, on a vu toutes les archives, la DGSE, par exemple, les services secrets français n'ouvrent jamais leurs archives. Alors, toutes les archives n'ont pas été versées. C'est vrai que, par exemple, les archives de Jean-Christophe Mitterrand, qui a été conseiller Afrique jusqu'en 1991, on ne les a pas retrouvées, c'est vrai. Il y a des Et pourquoi on ne les a pas retrouvées ? Parce qu'effectivement, à cette époque, aujourd'hui ça change, hein, mais à cette époque, la collecte des archives, le versement des archives, l'exigence en fait des serviteurs de l'État envers les archives était beaucoup moins forte. Il y a eu beaucoup de... Voilà, et puis, on peut voir peut-être effectivement de l'intention, c'est-à-dire qu'on supprime des archives. Et nous, par exemple, Claude Guibal a parlé de l'état-major particulier du président de la République. En fait, les archives, c'est un carton d'archives sur la période, mais nous, on a pu retrouver des fax, par exemple, adressés de l'Élysée à des attachés de défense pour leur dire faites ci, et c'était des fax qui étaient très douteux, qu'il fallait détruire. Donc on a retrouvé des choses. Voilà, il s'agit là de M. Duclerc qui était donc à la tête de cette commission, lui-même qui est chercheur. Pour peut-être plonger dans le vif de notre sujet de la soirée, je suis avec Maître Gatete Nilingabo. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et je suis également rejoint à partir de la France par François Graner qui est un autre chercheur. Bonsoir Monsieur François. Bonjour. Avec nous également Maître Richard Dissagara, qui est avocat à Pontoise en France. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et je crois qu'on est également avec Mediba. Est-ce que la technique, je ne sais pas si elle confirme que Mediba est avec nous. Il sera avec nous tout à l'heure. Maître, tout d'abord, vous avez suivi ça du Rwanda, cette commission. D'abord, on s'est dit, qu'est-ce que cette commission va apporter qu'on ne connaissait pas déjà, ou on va voir d'autres éléments qu'on ne connaissait pas déjà dans l'histoire du Rwanda et de la France, notamment de l'implication de la France dans la tragédie de 1994 au Rwanda, c'est-à-dire notamment les quatre ans entre 90 et 1994. Vous, déjà, à la publication de ces conclusions, quelle a été votre réaction première ? Alors, donc le rapport ne m'a pas... Il n'y a rien qui m'a surpris dans le rapport. Ce qui m'intéressait, ce n'est pas des éléments nouveaux ou la vérité que le rapport allait apporter, parce que nous sommes bien fixés sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Nous, Rwandais, nous sommes clairs là-dessus. Nous avons mené nos propres recherches. Nous avons eu des commissions qui ont... Et il y a une autre recherche, d'ailleurs, que je souligne, qui va sortir bientôt, qui a été menée aussi. Donc, nous n'attendions pas la vérité de cette équipe. Parce que la vérité, nous la connaissons, elle est claire. Et puis le rapport, malheureusement, il est présenté comme s'il était en train de révéler des choses qui n'étaient pas connues. Ce n'est pas le cas. Tout est connu. Le rôle de la France est clair. La complicité de la France dans le génocide des Tutsis
est en fait établi depuis longtemps au Rwanda, même s'il y a spéculation en ce moment au sortir du rapport, qu'en fait le rapport s'est arrêté juste avant de déclarer que la France a une complicité dans la justice des Tutsis. En fait, cette question-là, elle est dépassée au Rwanda. Qu'est-ce que le rapport apporte? Le rapport fait avancer le débat en France sur le rôle des Français, de l'État français dans le génocide des Tutsis. Donc ce qui se passe, c'est que le débat est porté ailleurs. Avant, il était presque impossible à un citoyen français, militaire, journaliste, etc. Mais il y en a quand même qui eux, ont dû en parler, comme Dupaquier, comme de Saint-Exupéry, etc. Mais il était difficile aux Français de parler de complicité ou non. La question de la complicité était presque exclue dans les débats. Mais maintenant, ce rapport porte le débat à cet endroit-là, en France. Au fond, au Rwanda, il n'y a pas de débat sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Le rôle de la France n'est pas différent du rôle de politiciens rwandais, etc. Il n'y a pas de débat sur le rôle de Bagosora, de Habyarimana, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que le rapport vient porter la discussion un peu plus loin en France. D'ailleurs, Emmanuel Macron a déclaré, je disais tout à l'heure, il a déclaré que le rapport est une avancée de taille dans la quête de vérité. Donc la quête continue. C'est un processus, c'est un long chemin, mais maintenant le débat a avancé. On est en train de discuter maintenant sur le fait si la France a été complice ou pas dans le génocide des Tutsis. Et je pense que c'est cela l'avancée, mais en France, pas au Rwanda. Justement, vous soulignez bien de la France et surtout de la situation en France, peut-être de la lumière que le rapport de cette commission devrait apporter à la connaissance du grand public. En France, justement, nous sommes rejoints par François Graner. François, vous êtes chercheur, vous travaillez également sur la responsabilité de la France par rapport à l'histoire, notamment le génocide commis contre le Tutsi au Rwanda. Il y a quelques mois, il vous a été permis de pouvoir consulter les archives jusque-là inconnues. Vous, c'est vrai que vous êtes à mi-chemin, ou je ne sais pas exactement où vous en êtes avec votre travail aujourd'hui, à la lecture de ce rapport. Qu'est-ce qui vous est passé par... comment est-ce que vous avez déjà appréhendé, vous avez, disons, accueilli ce rapport en tant que chercheur qui travaille sur le même sujet? Alors, première chose, donc, moi je suis membre de l'association Survie. L'association Survie, elle dénonce depuis très longtemps le soutien des décideurs français aux extrémistes Hutus. Et d'ailleurs, même un an avant le génocide, quand il était encore évitable, le président de Survie avait dénoncé ce soutien à la télévision française au journal de 20 heures. Donc, Survie dit depuis très longtemps ce que dit ce rapport. C'est important pour nous que ça soit enfin reconnu officiellement et que ce que disent beaucoup d'associations comme nous et beaucoup de gens comme nous soit reconnu et que maintenant ceux qui le nient soient marginalisés. Et donc ça va discréditer les gens comme Hubert Vétrine qui essaie encore de croire qu'il peut défendre la politique de la France à l'époque. Alors ça, c'est le point fort de ce rapport, c'est de mettre noir sur blanc ce que nous on dit depuis longtemps et ce que d'autres gens disent depuis longtemps et qu'effectivement qui est connu par beaucoup de Rwandais. Nous, on a vraiment l'impression que l'objet de ce rapport, c'est surtout un objectif diplomatique, politique, géopolitique vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis de toute l'Afrique, et que c'est un peu aux dépens de la justice et de la recherche historique, disons, on va dire. Alors, par exemple, il essaye de présenter la politique française au Rwanda comme si c'était une exception, comme si c'était une dérive un peu, un aveuglement, une erreur, une faillite. Mais en fait, c'est tout à fait dans la ligne de ce que font les décideurs français partout, c'est-à-dire d'essayer de maintenir des pays dans la zone d'influence française. Simplement au Rwanda, les gens qu'ils ont choisi de soutenir pour ça sont les extrémistes Hutus qui commettaient un génocide. Alors, même si les décideurs français n'avaient pas l'intention de faire le génocide, ça suffit quand même, ce soutien aux génocidaires suffit à en faire des complices de génocide. Alors l'autre chose, c'est que ce rapport, oui, vis-à-vis de la recherche, nous, on a publié avec Raphaël Dorida l'année dernière une synthèse des 25 ans de recherche de
de beaucoup de gens, dont nous, dont des éléments qu'on a pu apporter. Et eh bien, le rôle, l'action de la France, ses motivations sont beaucoup mieux connues actuellement que ce que semble dire ce rapport. Et effectivement, le rapport a l'air de faire comme s'il commençait à partir de zéro. Mais non, ce n'est pas de la recherche pour nous, mais c'est une bonne explication d'un certain nombre de choses que la France a fait. Alors, il ne va pas très loin sur toutes les choses les plus graves. C'est-à-dire tout ce qui pourrait être poursuivi pénalement, le rapport s'arrête juste avant. Voilà. Et en particulier, le point le plus clair, c'est Bicécéro, le massacre des Tutsis de Bicécéro quand l'armée française est à proximité. Mais il y a beaucoup d'autres points qui sont très incriminants sur la France, comme le rôle des mercenaires ou les livraisons d'armes, où le rapport s'arrête avant de toucher aux choses gênantes. Et là, vous dites qu'il y a des zones qui ont été omises à volonté. À volonté, je ne sais pas. D'abord, il y en a qui sont faites, qui sont omises parce qu'ils n'ont pas toutes les archives, ou parce qu'il y a des choses qui sont dans les archives mais qu'ils n'ont pas trouvées, ou parce qu'ils n'avaient mandat que jusqu'en 1994, et par exemple, ils s'arrêtent à la fin de l'opération turquoise, alors que tout le soutien, par exemple, aux génocidaires, une fois qu'ils se réfugient au Zaïre, et bien à l'actuelle République démocratique du Congo, tout ça ne fait pas partie du périmètre de la commission, alors que c'est quand même très important. Donc voilà, il y a différentes choses. Mais il y a quand même des fois où ils ont les archives, ils ont tout ce qu'il faut, et ils n'en tirent pas les conclusions, ils s'arrêtent là où c'est gênant, et sur Bicécéro, c'est le plus flagrant, effectivement, parce que là, il y a tout dans les archives. Autant ils peuvent dire pour les mercenaires, les livraisons d'armes, il n'y a rien dans les archives. On peut imaginer qu'il y a eu des choses qui se sont passées oralement, mais nous, historiens, nous regardons les archives et donc nous ne disons rien. Sur Bicécéro, ils ne peuvent pas défendre ça parce qu'il y a énormément d'archives, énormément de choses dans les archives. Et donc, comme par exemple, ça on le montre dans notre livre en se basant beaucoup sur les textes, et donc eux, ils vont beaucoup moins loin. Mehdi-Ba, on me signale que Mehdi-Ba est avec nous également. Bonsoir Mehdi. Oui, bonsoir Eddy. Vous m'entendez? Ouais, voilà, on vous entend, mais par contre, voilà, on vous a en image également. Mehdi, vous dites, déjà, François Graner parle en tant que chercheur, c'est vrai, Gattet également, il est avocat, mais avec une vision de quelqu'un qui voit les choses depuis le Rwanda. Mais Mehdi, ce rapport également a une mission à terme, en tout cas, de pouvoir permettre à une certaine amélioration, à une certaine avancée, si je dois répéter les mots de Gattet, qui également soulignait les mots d'Emmanuel Macron, que ce rapport va permettre à faire avancer les choses et améliorer ces relations qui ont longtemps traîné dans leurs pieds cette épine justement de ces zones d'ombre sur la vraie responsabilité de l'État français de l'époque, des responsables politiques. Sur le terrain de la politique, vous vous dites que ce rapport apporte quelque chose de consistant? Écoutez, moi je ne tranche pas. Moi simplement je suis en contact et Jeune Afrique, au-delà de ma personne, on est en contact avec d'un côté l'Élysée, de l'autre côté la présidence à Kigali, et ce qui nous intéresse aussi, mais bien évidemment, la première chose qui m'intéresse, c'est le rapport lui-même. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir qu'est-ce qui se passe après ce rapport. Et en fait, on est un petit peu, je m'excuse de la métaphore, mais on est un peu dans un sandwich là. Parce qu'il y a ce rapport d'un côté qui sort côté français, il va y avoir un rapport côté rwandais, fait par des avocats américains et qui va arriver assez prochainement. Et la question, c'est comment, pour répondre à votre question, comment la relation diplomatique va s'organiser dans cet entre-deux. Un premier rapport côté français, un deuxième rapport côté rwandais. Les deux traitent du même sujet, c'est-à-dire la responsabilité française dans le génocide. Et au milieu des deux, on est censé avoir une visite d'Emmanuel Macron au Rwanda. Et bien évidemment, dans le cadre de la relation bilatérale, c'est pas un détail, parce que vous le savez, depuis 1994, un seul chef d'État est venu au Rwanda, enfin, Paul Kagame est venu à Paris, mais dans le cadre d'une visite officielle, je crois que c'était en 2011,
et Nicolas Sarkozy est passé en coup de vent à Kigali en 2010. Bon, maintenant la question, sur le plan diplomatique, puisque c'est là que vous m'interrogez, c'est qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines semaines par rapport à cette visite? Est-ce que ce rapport sera facilitateur? Est-ce qu'il va être un facteur bloquant? Moi, je regarde ce qui va se passer et puis j'essaye de l'anticiper et de le comprendre. Voilà. Pour être beaucoup plus précis, est-ce que ça sert le terrain politique ou de la diplomatie plus que d'autres peut-être aspects? Tout ce que je peux dire, c'est que des feedbacks que j'ai côté rwandais, il y a quelque chose dans ce rapport qui a l'air de convaincre. Voilà, qui a l'air de, côté rwandais, on a l'air de trouver que c'est un rapport qui va au fond des choses, ou en tout cas qui dit l'essentiel. Voilà, le jugement ne m'appartient pas, c'est les sources que j'ai pu interroger à Kigali ont plutôt ce sentiment-là, auquel cas, effectivement, indépendamment des questions accessoires, pas accessoires, mais des questions parallèles comme le Covid, la visite d'Emmanuel Macron pourrait donc ne pas souffrir de cette, de la lecture que Kigali fait du rapport. Voilà, maintenant, c'est vrai que ce rapport, depuis qu'il est sorti, moi je remarque une chose qui m'a frappé quand même, c'est que des personnages qui sont quand même des personnages controversés pour non seulement les Rwandais, mais aussi pour les lecteurs français que nous sommes, François Graner, moi et d'autres, du rôle de la France au Rwanda, des gens comme Hubert Védrine, des gens comme Alain Juppé, des gens comme Florence Parly, ministre des Armées, ont l'air de faire une lecture de ce rapport presque enthousiaste, comme si au fond on avait tourné une page. Je ne suis pas certain que ce soit ce qui est écrit dans le rapport, je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui va faciliter la relation bilatérale. Moi, je réserve mon avis à ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Je pense qu'on sera vite fixé, à savoir qu'il y a effectivement une visite d'État. Et c'est pas un détail, quand on connaît la relation franco-rwandaise depuis 1994, il y a une visite d'État d'Emmanuel Macron qui est prévue entre la fin avril et le début mai. Qu'est-ce que ce rapport va changer dans cette visite d'État? Franchement, je réserve mon avis. Gatete, je vois que vous avez besoin de rebondir là-dessus, sur les propos de Mediba. Oui, d'accord. Peut-être compléter, Mehdi, mon ami Mehdi. En fait, moi, je ne vois pas... Bon, d'accord, il y a une visite d'Emmanuel Macron qui passe à Kigali. C'est un rapport qui est en train de traiter de l'histoire. Et puis, on a une visite. Ce n'est pas une visite historique non plus. Les chefs d'État, après Emmanuel Macron... Comment vous dites que ce n'est pas historique au regard des relations tendues qui ont caractérisé les deux pays? Attendez, il y a deux choses. Hein. Donc, il y a un rapport qui parle du génocide des Tutsis, d'une part. Okay? Ce n'est pas rien. C'est ça la chose nœud du problème même. On a déjà eu des rois, des présidents des États-Unis, de la France, de l'Angleterre au Rwanda. Ça passe tout le temps, et vice-versa. C'est bien que Emmanuel Macron vienne nous visiter, mais si on doit lever une page de l'histoire du Rwanda pour cela, c'est vraiment le prix, ça serait trop cher payé. On a déjà eu, je répète, Nicolas Sarkozy est venu, c'était ça la visite, la première après le génocide. Après Emmanuel Macron, s'il vient à Kigali, qu'il vienne. Je rappelle aussi qu'une semaine après, il y aura 50 à 60 chefs d'État qui vont être à Kigali pour le Tchogom. Donc ça ne va pas non plus dire qu'à partir de cela, on va sortir un rapport en disant que finalement l'Angleterre nous a aidés pendant le génocide. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut mettre les choses en perspective. Oui. Nous sommes des bons hôtes, je suppose, assez civilisés et courtois. Donc on ne va pas peut-être manquer de respect à des visiteurs qui vont arriver, d'accord? Mais là, il faut faire vraiment la part des choses. Il y a un rapport... qui traite du génocide. Mais n'est-ce pas là également ce rapprochement qui pourrait ouvrir la porte à d'autres aspects historiques également? Alors, il y a deux choses. Il n'y a pas de condition. Le génocide des Tutsis, comment il a été fait, ce qui s'est passé, pendant, qui, etc. La vérité, on ne peut pas la compromettre pour des raisons de réel politiques. Alors, on peut, comme le rapport l'a fait d'ailleurs, c'est un rapport qui marchait sur les œufs. C'est un rapport qui a voulu
essayer de montrer qu'il y a un pas qui a été franchi, mais n'est pas en fait franchir le pas. Moi, je pense que c'est pour ça que j'attends avec impatience le rapport qui est... En même temps, c'est une commission d'historiens, donc ce n'est pas des juristes. Donc ils nous racontent une histoire partielle parce qu'ils n'ont pas eu accès au clair des archives. Ou en tout cas, on leur a donné ce qu'on a voulu les donner. Mais maintenant, au Rwanda, on a un groupe d'avocats, donc des juristes, qui vont établir des responsabilités, parce que c'est ça que les juristes font. Ils montrent les crimes, les responsabilités et les peines encourues, La etc. commission présente des faits historiques et les juristes... Des faits juridiques. Mais maintenant, la commission qui présente des faits historiques présente une partie. En fait, présente la partie la plus banale ou la plus simple, à mon avis. Donc, alors, deux éléments pour compléter mon frère Mehdi. Donc, un élément, c'est que c'est vrai que Mehdi, c'est un journaliste, mais c'est aussi un chercheur et un écrivain. Donc, quand il dit ça, il voit bien que c'est d'une part un rapport qui parle du génocide des Tutsis. Ça ne peut pas, dans la même... Bon, évidemment, ça va peut-être... Et vous savez, le rapport, la vraie façon de voir le rapport, c'est de voir qui se félicite du rapport. C'est Védrine, comme Mehdi l'a dit, c'est Alain Juppé, etc. Si ces gens-là sont contents avec ce rapport, donc c'est un mauvais rapport. Parce que c'est ces gens-là qui sont en fait responsables. Quand on accuse la France, en fait, c'est ces gens-là qui ont joué le rôle clé dans cette histoire-là. S'ils sont contents de ce rapport, donc ce n'est pas un bon rapport. C'est Ibuka qui devait être content, c'est Survie qui devait être content, c'est nous qui devrions être contents, c'est les rescapés du génocide. Si ces gens-là ne sont pas d'accord avec ce rapport, donc c'est un rapport qui est plutôt du côté des bourreaux. Effectivement, il a été fait par la France et on parle de la responsabilité de la France. Mais alors, je pense qu'il faut traiter les deux questions de manière différente. Mais donne un peu la parole à mon confrère Gisagara. Justement, Maître Gisagara, vous travaillez depuis de longues années, notamment en France, pour que justice soit faite et au nom des victimes du génocide commis contre les Tutsis, où le travail, vous avez toujours décrié les embûches qui se présentent sur votre chemin, notamment avec des intérêts politiques, de certains anciens responsables qui occultent un peu votre travail. Est-ce que ce rapport, vous, déjà qui travaillez sur le terrain de la justice, comment l'avez-vous déjà accueilli? Est-ce que ça apporte quelque chose ou vous espérez quelque chose par rapport à ce que vous faites déjà depuis plusieurs années? Oui, merci. Ce rapport, moi, je l'ai accueilli avec un sentiment mitigé. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est un rapport qu'il ne faut pas quand même oublier. Enfin, on reconnaît que c'est un grand pas. En tout cas, c'est une avancée importante dans la mesure où il s'agit d'un rapport officiel commandé par les autorités françaises. Et pour la première fois, les autorités françaises, à travers une commission qui a été mise en place par les autorités françaises, reconnaît qu'il y a une responsabilité grave et accablante de la part de l'État français. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. En tout cas, moi, je le salue et je pense que c'est un travail important qui a été réalisé par la commission Duclerc en tant qu'historien. Alors, voilà. Mais la difficulté, c'est que la commission Duclerc, qui est composée par des éminents historiens, il y avait aussi des juristes, mais à ma connaissance, il n'y avait pas quelqu'un qui est familier avec le droit pénal international, n'aurait pas dû s'aventurer sur le plan juridique. Parce que quand, dans leur commission, ils ont parlé de la complicité de génocide, la complicité est un terme juridique, il ne fallait pas, à mon sens, s'aventurer sur son terrain-là. Et aujourd'hui, quand on regarde le rapport qui a été fait, il écarte la complicité de génocide pour des raisons qui, à mon humble avis, ne peuvent pas tenir devant une juridiction. Pourquoi? Parce que les éléments qui sont avancés, l'élément principal qui était avancé par la commission pour écarter la complicité de génocide, c'est de dire qu'ils n'ont pas pu trouver des éléments qui démontrent l'intention génocidaire de la part de l'État français. Or, c'est en totale contradiction avec la jurisprudence internationale et même avec la jurisprudence française dans d'autres matières, même en matière de génocide. Je vais vous donner des exemples très simples. Il n'y a pas besoin, la jurisprudence, la doctrine est unanime sur son point-là, il n'y a pas besoin de démontrer l'intention génocidaire de la personne pour être reconnue complice de génocide.
ce n'est pas qu'en matière de génocide, même si je vais, par exemple, sur le terrain du terrorisme, il y a eu des jugements qui étaient rendus dernièrement où des personnes ont été reconnues complices de terroristes alors qu'ils ne partageaient pas l'intention terroriste. Juste par le seul fait que, je donne un exemple concret d'une décision qui a été rendue récemment, une personne qui a vendu un fusil à un terroriste, alors que cette personne ne partageait pas du tout les intentions terroristes, cette personne est reconnue comme complice de génocide, du terrorisme. En matière de génocide, c'est pareil. Et en matière de génocide, nous avons même des cas concrets. Nous avons par exemple le jugement Akayesu qui a été rendu en 1998. Nous avons le jugement d'Indabahizi qui a été rendu en 2004 par le tribunal pénal international pour le Rwanda, où la juridiction internationale a dit noir sur blanc qu'il n'y a pas besoin, pour être complice, de partager l'intention génocidaire de la personne qui est finalement qui est l'auteur du génocide. Il suffit d'avoir donné une aide qui a permis à cette personne de commettre le génocide et que cette aide ait été donnée en toute connaissance de cause. Il n'y a pas que le tribunal pénal international pour le Rwanda, il y a aussi le tribunal pénal pour la Yougoslavie. Dans l'affaire, l'exemple que je peux donner, c'est dans l'affaire Radislav Kirstik. C'est une décision qui a été rendue en 2004 où également la juridiction internationale a été amenée à reconnaître que la complicité de génocide n'exige pas que la personne complice ait partagé l'intention génocidaire des coupables. Et donc, pour ma part, ça, c'est vraiment une réserve très importante que je fais sur le rapport qui a été rendu par la commission Duclerc. Et à mon sens, cette conclusion-là risque d'être remise en cause si nous nous retrouvons devant une juridiction. Alors, au-delà de ça, vous me demandez également l'apport de la commission, du travail qui a été fait par la commission Duclerc. Il y a un apport important aussi en ce qui concerne le négationnisme, par exemple. Oui. Pourquoi? Parce que dans le rapport, beaucoup de gens ne le soulignent pas, mais pour moi, ce sont des éléments importants. Le rapport Duclerc a également écarté la théorie du double génocide. La théorie du double génocide qui est développée notamment dans un premier temps par exemple, M. Hubert Védrine, qui ne manque pas une occasion donc, de faire la promotion de Judy Révert aussi, qui est notre chantre de la théorie du double génocide. Le rapport Duclerc a dit, en tout cas dans les éléments qu'il avance, qu'il n'y a pas eu de double génocide. Et donc ça, c'est un élément pour nous qui va être essentiel pour lutter contre les négationnistes, dont l'une des techniques est de parler de la théorie du double génocide. Un autre élément important aussi qui ressort du rapport Duclerc, c'est aussi en ce qui concerne, par exemple, les attentats contre l'avion. Pour Duclerc, en tout cas dans le rapport Duclerc, il va vous dire que, évidemment, même s'il n'arrive pas à la conclusion pour dire qui a descendu l'avion, mais il va dire qu'ils n'ont pas eu d'éléments qui démontrent que pour M. Duclerc, par exemple, Vincent Duclerc, il dit qu'il a pour lui, qu'il a de fortes probabilités que l'attentat de l'avion ait été commis par le camp des extrémistes Hutus parce qu'il disposait d'éléments, qu'il disposait de matière suffisante pour le faire. Et surtout, il ajoute le fait que, même s'il n'y avait pas eu l'attentat, le génocide aurait quand même eu lieu parce qu'il était largement avancé, le plan était largement avancé. Donc pour nous, ce sont des éléments importants qui sont dans ce rapport qui vont nous permettre d'avancer et de continuer à lutter en tout cas contre le négationnisme du génocide commis contre les Tutsis. Peut-être on va revenir également sur des responsabilités bien particulières selon les postes et positions occupés par certains responsables à l'époque qui étaient censés notamment peut-être voir le mal arriver de loin. J'aimerais bien qu'on puisse suivre un autre élément de Duclerc qui parle, j'aimerais bien qu'on puisse écouter avec attention, qui parle qui essaie un peu de fixer certains doutes peut-être qui existaient jusque-là par rapport aux responsabilités de certaines personnes sans les citer nommément.
C'est-à-dire qu'au fond, le Rwanda, c'est un pays qui a beaucoup de ressources, du reste, ressources sociales, ressources politiques, avec la possibilité justement de briser ces clivages ethniques qui doivent, au fond, qui alimentent des massacres, en disant voilà, il faut essayer de construire un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement d'opposition. Et donc, en fait, ce que fait la France, c'est que la France renforce la vision du peuple majoritaire, c'est-à-dire que Habyarimana Hutu, effectivement, il est théoriquement à la tête de 85% de la population. Et donc la France dit, ah ben voilà, ça c'est parfait, c'est ça la démocratie. Et donc, les 15% de Tutsis qui veulent exister, mais exister aussi contre la dictature, je veux dire, il y a des Hutus démocrates aussi, bon. Et bien ces gens-là, effectivement, on leur dit, non, si vous voulez prendre le pouvoir, eh bien c'est un coup d'État. Et donc, tout se renforce, et ça devient terrible, parce que je veux dire, dans la période, vous avez réalisé par donc les extrémistes autour d'Habyarimana, vous avez des massacres qui prennent un caractère génocidaire. C'est quand on envoie effectivement des miliciens, quand on lance des appels à la radio, c'est-à-dire qu'on constate effectivement l'accroissement des massacres à l'intérieur du Rwanda, entre 90 et 93, contre les Tutsis. Mais simplement, c'est lu comme du massacre interethnique, c'est-à-dire en gros, les Hutus massacrent les Tutsis, mais demain les Tutsis massacreront les Hutus. Mais c'est une vision, je veux dire, qui est complètement étrangère à la réalité, parce que la réalité, c'est la persécution systématique des Tutsis avant même l'indépendance. Donc, avec ce schéma-là, on ne comprend rien du génocide, parce que le génocide, c'est pas du tout des massacres interethniques, c'est une planification méthodique de l'élimination d'une population. Et la France, et ça, c'est le grand problème, c'est la responsabilité, on parle de responsabilité cognitive, c'est-à-dire que la France, les autorités ne comprennent rien, alors même qu'il y a des dispositifs, il y a la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, c'est des outils qui permettent de comprendre qu'un massacre qui est organisé avec des appels à la radio, avec des bus qui transportent les miliciens, avec l'élimination de tout le monde, avec les tortures, les viols, tout ça, on n'est pas dans le massacre interethnique, on est dans la programmation d'un génocide. François Graner, historien, chercheur que vous êtes, nous avons des faits qui sont bien établis, qui sont... est-ce que le fait qu'on puisse en discuter, le fait qu'on puisse établir ces faits et que d'autre part on puisse avoir des anciens responsables au niveau de l'État qui refusent de regarder en face cette réalité ou ce passé, est-ce que... N'est-ce pas là peut-être ce qui entrave même le travail des chercheurs? Est-ce que vous vous dites que ce que vous faites, s'il n'est pas soutenu, ça ne va aboutir à rien finalement, si déjà on renie des choses qui s'expliquent par elles-mêmes? Alors, juste, je vais préciser un point. Je suis bénévole de l'association Survie. Je ne suis pas historien professionnel, mais il se trouve que je fais partie d'une association qui a beaucoup contribué à la recherche sur le sujet, parce qu'on est tous motivés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui a été fait en notre nom. Alors, le rapport pointe que quelques personnes, et qui est en gros essentiellement François Mitterrand et deux militaires autour de lui. Il n'en pointe pas d'autres, et c'est vrai que Hubert Védrine et Alain Juppé sont relativement soulagés de ne pas être beaucoup pointés. Et globalement, le rapport il préserve le système présidentiel français, en essayant de dire que le Rwanda a été une exception. Il ne permet pas en fait à la justice, ou en tout cas il ne donne pas les outils, puis il permettrait à la justice d'aller plus loin. Je vous rappelle que donc il y a beaucoup de plaintes en France pour complicité de génocide, dont un certain nombre soutenus par Survie. Par exemple, Survie soutient les rescapés de Bicécero et de Murambi, que je salue ici. Et bien, des documents ont été refusés à la justice française dans cette affaire, alors que la commission du clerc a pu les consulter. Et donc, c'est étonnant qu'ils ne nourrissent pas et qu'ils ne permettent pas d'aller plus loin à la justice. Et voilà. Donc, tant qu'on ne va pas vraiment remettre en question les institutions qui ont permis qu'un petit groupe de décideurs français maintiennent une politique sans aucun contrôle démocratique, eh bien, il y aura encore toujours la possibilité que cette politique se reproduise. Nous, on veut lutter pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Mais tant que les institutions françaises sont ce qu'elles sont, eh bien, il y aura toujours le risque que notre pays continue à avoir des faillites, à avoir une politique
désastreux dans certains cas, voire dans des cas extrêmes, des politiques aussi catastrophiques qu'au Rwanda. Donc on a toujours les mêmes outils qui ont été mis en place par l'armée française, le recours aux mercenaires, le recours aux forces spéciales, le recours aux doctrines de contre-insurrection, le recours au secret défense pour dissimuler tout ce qu'ont décidé les gouvernants, pour toute la mise en place de l'impunité, impunité pour les Français, pour ce qu'ils ont fait, mais surtout impunité pour les génocidaires rwandais, y compris ceux qui ont été accueillis en France. Voilà, il y a tout un système institutionnel qui est encore en place actuellement, et c'est ça qu'il faut absolument arriver à démanteler, pas seulement pour le Rwanda, pas seulement pour la mémoire des rescapés, des victimes, des familles de victimes, mais aussi pour le futur de l'ensemble de la démocratie française et de la démocratie dans différents pays africains, le Rwanda comme ailleurs. Mediba, juste à la sortie de ce rapport, on a vu certaines déclarations de la part notamment des anciens responsables, même au niveau de l'armée, qui essaient un peu de dire, je pense que Mediba n'est pas là, Gatete, il y a des responsables de l'armée qu'on a vus juste après la sortie de ce rapport, qui ont dit des choses qui n'ont pas pu dire au cours de ces 20 ou 25 ans qui viennent de s'écouler. Est-ce que vous dites que c'est également par des rapports comme ça que certaines vérités vont sortir de là ou d'ici? Alors, donc, quand même, c'est ça les avantages de ce rapport. Comme je vous ai dit au début, le rapport a fait avancer le débat en France. Avant, c'était pratiquement un suicide social ou politique ou professionnel aux militaires français de pouvoir parler. Donc, nous avons des militaires français qui ont parlé avant, mais ils ont fait preuve d'un courage extrême parce qu'ils ont été attaqués, etc. Cette fois-ci, ça va être de moins en moins le cas parce que le rapport du Clerc propose une sorte établir les nouvelles règles de débat. Donc les langues vont se délier, des militaires français, et c'est tant mieux parce qu'on en aura besoin le jour qu'il y aura des responsabilités pénales à établir, on aura besoin des témoignages de ces personnes-là. Donc déjà c'est bien. Maintenant, une autre chose qui est intéressante dans ce rapport, c'est que les rapports précédents parlaient, ils ne parlaient pas de la responsabilité d'État. OK ? Je parle des rapports français. Comme je vous ai dit au début... On parlait des individus, des erreurs individuelles. Voilà, au Rwanda... Des erreurs de jugement. Oui, donc je vous dis, au Rwanda, en fait, il n'y a rien de nouveau dans le rapport, ni celui-ci, ni celui qui viendra après, ni celui qui viendra après. Nous, on est vraiment fixés, je vous ai dit ça au début. Mais maintenant, on retourne encore en France avec le rapport franco-français qui se passe en France. Alors, le rapport parle... Avant, vous parlez de Védrine, de Juppé, Mais ces gens-là, ce ne sont pas des kidams qui se baladent, ce ne sont pas des gens qui se baladent à Paris. Ce sont des responsables politiques qui représentent l'État. À l'époque, si je me rappelle, comment il s'appelle, Juppé, il était ministre des Affaires étrangères. François Mitterrand, ce n'est pas François Mitterrand. C'est le chef d'État français, commandant des armées, etc. Donc en fait, quand François Mitterrand décide, c'est la France qui décide. C'est ça un président de la République. Alors, à l'époque, on voulait rejeter la faute à un vieux président mourant qui était malade, etc. Mais en réalité, ce rapport parle de la responsabilité de la France. Il ne parle pas des complicités, c'est vrai, mais il parle de la France en tant qu'État. Et ça, c'est intéressant quand même dans ce rapport. Mais je vous dis encore une fois que ça va seulement faire avancer les débats en France. Le seul débat qui va se passer au Rwanda, c'est celui-ci qui se passe à la télévision avec toi et moi. Mais en fait, nous, on n'est pas en train de parler de la vérité du rôle de la France. On est seulement en train de parler de ce rapport. Mais la vérité est ailleurs. On la connaît tous. Et ce rapport-là, en fait, tout ce que je peux dire, ces deux éléments, il ne parle pas que de la responsabilité individuelle de X, Y et Z. Il parle de la responsabilité de l'État, et ça c'est très important. Mais aussi, il permet justement aux langues de se délier, notamment et surtout au sein de l'armée. En fait, la lettre de la ministre des armées française de l'autre jour, c'était une sorte de contre-feu pour donner le ton
à ce que les militaires devaient dire. En fait, c'était pour limiter, c'était pour censurer, museler les militaires. En fait, c'était un message de mise en garde aux militaires. Voilà comment on va dire les choses. Voilà. Mais en fait, heureusement que la plupart de ces militaires sont à la retraite ou ne sont plus dans l'armée. Mais il y en a qui ont quand même dit non, madame. Enfin, ils ne sont pas adressés à la dame. Ils ont dit voilà, votre lettre, on s'en fout. Ils ont commencé à parler de ce qui s'est réellement passé. Donc en fait, cette lettre de la ministre des Armées, elle a vu le danger arriver, elle a voulu mettre une sorte de mise en garde pour les militaires là où ils doivent s'arrêter. Mais cela ne va pas arriver parce que déjà, c'est bien que le rapport donne un peu plus de courage aux militaires pour commencer à avouer le rôle de la France. Maître Dissagara, est-ce que vous voyez les choses dans cet angle-là, vous qui êtes en France, vous vous dites que c'est vrai, ce rapport va libérer les consciences avec, je le disais tout à l'heure, certains responsables qui ont assuré une certaine liaison au niveau militaire ici au Rwanda, qui ont dit des choses quand même terribles, des révélations qu'ils ne pouvaient pas peut-être faire il y a quelques années. Vous vous dites, c'est vrai, peut-être qu'on n'y est pas encore, mais que ça va servir à quelque chose? Je l'espère, du moins, je l'espère. Je ne peux que l'espérer. Vous savez, par rapport aux militaires, c'est vrai que depuis la sortie du rapport, nous avons vu des prises de parole auxquelles nous n'étions pas habitués, donc c'est une bonne chose. J'espère qu'on va rester dans la même tendance. Il y a eu le général Varé, il y a eu le général Sartre, il y a eu le colonel Galinier, et tous ont pris la parole pour dire qu'ils ont dénoncé dès le départ la politique dangereuse vers laquelle s'engageait l'état-major particulier de Mitterrand, et Mitterrand lui-même et son secrétaire général qui était Hubert Védrine à l'époque. Et ce sont des témoignages qui viennent aujourd'hui à renforcer ceux que nous connaissions déjà, notamment celle de Guillaume Ancel ou celle de l'adjudant Prignon qui a écrit sur Bicécero. Et voilà, et donc j'espère que c'est un mouvement qui ne va pas s'arrêter et que effectivement le rapport du clerc va délier les langues et que ces personnes-là viendront effectivement nous dire qu'ils ont été induits en erreur et dénoncer les autres. Et voilà, ce qui pourra permettre que nous continuons effectivement à avoir beaucoup plus d'éléments sur les responsabilités des uns des autres. François Graner, je l'ai dit en début d'émission qu'il vous a été permis d'avoir accès à certaines archives en tant que chercheur. Aujourd'hui, certains observateurs, lorsque vous suivez les propos de Duclerc avec les conclusions de sa commission, on a l'impression qu'on leur a servi, ou la commission a été servie une partie des archives où on leur a donné ce qu'ils devaient, où on a jugé bon de lire. Est-ce que vous, dans votre démarche aujourd'hui, vous vous dites que, avez-vous l'impression d'avoir droit à ce que vous voulez déjà, à ce que votre recherche vous amène à pouvoir trouver? Je vais remettre mon micro. Je vais parler d'abord des accès que j'ai eus et ensuite je vais parler de ceux de Duclerc. Donc moi, il m'a fallu, quand François Hollande a promis d'ouvrir les archives de Mitterrand, c'est-à-dire juste une partie des archives, celle de Mitterrand, moi j'ai immédiatement demandé à les avoir et il m'a fallu 5 ans de procédure judiciaire pour finalement avoir en Conseil d'État le droit de consulter ces archives Mitterrand. Jusque-là, on m'avait donné que la moitié. Donc on a utilisé dans notre livre avec Raphaël Doridan sur l'État français et le génocide des Tutsis, mais l'autre moitié, effectivement, j'ai pu la consulter que depuis, donc cet été, et c'était aussi très intéressant. Alors je n'ai pas eu accès, par exemple, aux archives militaires, au service historique de la défense, et pour l'instant, jusque-là, les différentes personnes que je connais autour de moi n'ont pas réussi non plus à les avoir, et on va refaire des demandes après maintenant. Dès qu'il y aura l'ouverture de certaines archives annoncées par Duclerc le 7 avril, on va refaire des demandes. Bien, ça c'est la première chose. Alors Duclerc lui-même, il y a des choses qu'il n'a pas eues, alors même que le président Macron avait dit qu'il devait consulter, parmi les choses, il devait consulter les archives de la mission parlementaire de 1998, et bien celles-là, elles lui ont été refusées. Globalement,
grosse majorité des archives qu'il a demandé, ils l'ont eu. On a vu dans son interview qu'il disait qu'il avait les services secrets, la DGSE, mais ça, on en donne un bon nombre dans notre livre aussi. Ce qu'il a au service historique de la défense, il a eu un très gros accès, et là c'est un très gros volume, comme je disais, y compris des choses auxquelles les juges n'ont pas eu droit. Donc ça, c'est du point de vue constitutionnel, c'est très curieux que une commission fixée par le président de la République puisse avoir accès à des choses mais pas à la justice. Et ils en ont fait un bon usage pour certaines choses, et puis pour d'autres choses, ils ont été effectivement très peu... ils n'ont pas été chercher les documents. Nous, on avait envie qu'ils fassent avancer la recherche au-delà de ce qui est déjà connu, et ça n'a pas été le cas. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé, parce qu'ils n'ont pas été assez loin, parce qu'ils n'ont pas voulu chercher? Ça, c'est difficile de dire. Ou aussi, eux, ils disent qu'ils ont rencontré aussi certains blocages de la part d'individus, des fois où ils ont l'impression que des archives ont été détruites ou leur ont été volées. C'est tout à fait possible. Il y a un précédent pour la mission parlementaire de 1988, pour Bicécéro. Il y a un colonel qui a témoigné à France Culture que des archives destinées à la mission parlementaire sur Bicécéro avaient été purgées avant, c'est-à-dire qu'on avait enlevé les documents importants avant de les donner aux parlementaires et qu'on les a remis dans les archives après que les parlementaires les aient consultés. Autrement dit, les parlementaires n'ont eu que les choses sans intérêt. Est-ce que la même chose a été faite pour la commission nucléaire? C'est tout à fait possible. Peut-être que dans 20 ans, il y aura un militaire qui témoignera qu'il a participé au nettoyage des archives pour ne pas que du clair voit. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme je disais, ils ont fait un très gros travail. J'attends avec intérêt de voir les archives, donc celles qui sont citées, ils vont toutes normalement les ouvrir dans des conditions malheureusement assez réduites, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, sur papier, avec des horaires d'ouverture qui sont ce qu'ils sont, et qu'il faudra consulter sur place en région parisienne, donc ça ne sera pas pratique pour les chercheurs rwandais. Mais il y aura une certaine ouverture de quelques milliers de documents, ce qui est très bien. Moi, ce que je demande, c'est une vraie ouverture de tous les documents sur le sujet. Comme le Conseil d'État l'a recommandé, il a dit qu'il fallait que, vu l'importance du débat, ces archives puissent être accessibles, y compris à des chercheurs et des militants associatifs ou des bénévoles qui ne sont pas choisis par le pouvoir. Et donc, il faut que ces archives soient ouvertes avec des bonnes conditions de recherche, c'est-à-dire sous forme numérique, ou alors avec droit de les copier et de pouvoir faire des recherches dessus, pas juste comme moi par exemple ce qu'on m'a donné aux archives nationales, c'était uniquement sur papier et avec quelqu'un qui vérifiait des caméras de surveillance pour vérifier que je ne prenais pas de photographie ou de photocopie, et donc en devant recopier à la main tout, ce qui est très bien pour des gens qui viennent consulter une archive de temps en temps, mais pour faire un vrai travail de recherche, c'est pas sérieux, et donc là on demande qu'il y ait des vraies conditions de recherche pour tous les chercheurs et historiens intéressés par le sujet. Peut-être pour nous acheminer vers la fin de notre émission, Maître Gisagara et Maître Gatete, tous les deux, est-ce que déjà il y a quelque chose de très important, les conditions dans lesquelles les chercheurs travaillent aujourd'hui, où on espère en tout cas leur travail devrait servir le terrain de la justice, est-ce que ça laisse un espoir pour pouvoir avoir de la matière pour la justice, de la matière fiable, tangible? On commence par qui? On commence par Gisagara, Maître Gisagara. Merci, désolé confrère, donc c'est moi qui commence. Merci. Et voilà. Oui et non. Je pense qu'il y a un espoir quand même parce que nous avons assisté à des choses qu'on croyait qui étaient inespérées. Le fait que M. Granet a pu déjà accéder à une partie des archives grâce à la justice, c'est un pas encourageant. Et voilà. Donc j'espère en tout cas que le travail qui a été effectué, j'espère que ça permettra d'avancer dans le bon chemin, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Nous parlons quand même de responsabilités très graves. Responsabilité donc de complicité de génocide ou même au-delà, c'est quand même des responsabilités qui sont graves, c'est pénalement, moralement, c'est des choses très graves. Donc on n'est pas à l'abri d'une manipulation des archives ou de tous les éléments de preuve qui pourraient être
être utilisé devant la justice ou devant l'opinion. En tout cas, on va suivre avec beaucoup d'intérêt ce que vont apporter les prochaines semaines. Maître Gatete, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous donner peut-être les quelques secondes parce que le temps est toujours jaloux. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur cette affaire, sur ce rapport, et notamment le rapport que le gouvernement du Rwanda a annoncé qu'il était en train d'être préparé pour pouvoir également voir ce qui viendra du côté du Rwanda. Mais sinon, tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est pour pouvoir trouver la vérité sur les responsabilités de chacun dans ce qui s'est passé au Rwanda. Plus d'1 million de victimes du génocide commis contre les Tutsis, comme les faits sont établis depuis bien longtemps. Merci à vous tous. Merci à Mediba qui est parti beaucoup plus tôt à cause des problèmes de connexion. Merci à Maître Richard Dissagara qui nous joignait depuis la France où il est avocat à Pontoise. Merci à François Graner qui est de l'association Survie et aussi chercheur qui travaille sur les archives notamment pour ce qui est du Rwanda. Et merci à Gatete Nyiringabo Ruhumuriza. Il est avocat ici à Kigali, mais également très connu pour être très actif sur Internet ou les blogueurs. Et merci à vous tous qui continuez à nous manifester beaucoup de fidélité. L'émission, c'est Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.